Elle avait parcouru le long couloir l'amenant vers sa dernière demeure sans broncher, sans laisser jaillir un seul mot ni aucun cri. Fort de son caractère, elle accepta son sort avec le plus grand des courages. Pour une petite fille, cela aurait fait sans doute pâlir le plus courageux des hommes, ayant probablement appelé sa mère au moment de connaître le même sort, en passant de vie à trépas. Il n'en fut rien pour elle. Lynn, sa sœur aînée, âgée de seulement un an de plus qu'elle, avait réussi à s'extirper du couloir de la mort en se faufilant dans une impasse du bâtiment, endroit où les soldats allemands ne la trouvèrent pas. Cela assura son salut, mais avec du recul, sa vie n'en fut pas plus simple pour la cause. Certains mots nous écrasent d'un coup, alors que d'autres entament notre âme si profondément que notre sort s'en trouve déjà jeté sans que nous ayons conscience que notre destin est déjà scellé. Quelques mois après la mort de sa petite sœur, la fin de la Seconde Guerre mondiale arriva. Lynn retrouva sa mère après bien des péripéties, mais la tâche à venir n'était point aisée. Il lui fallait annoncer à celle-ci la mort de sa sœur martyre. Au-delà de tout ce que Lynn avait craint, sa marade se mit à l'insulter avec un effroi et une rage qui lui glaça le cœur, en l'accusant d'avoir laissé mourir sa petite sœur dans ce camp d'extermination. Elle lui martela qu'elle était censée la protéger, non de l'abandonner. Prise dans une colère terrible, sa mère lui hurla « Souillure, saloperie, tu n'es qu'une moins que rien, tu as laissé crever ta petite sœur sans lui porter secours, tu ne mérites pas la vie, je ne te reconnaîtrai plus jamais, tu peux mourir pour moi, mourir. » Lynn fut dévastée par le comportement de sa génitrice et elle fut placée dans une maison d'accueil dans les semaines qui suivirent. En cet endroit, elle ne reçut pas plus d'amour que dans les camps de concentration, mais comme elle aimait se le dire, elle était en vie et c'était cela le plus important. Quoi qu'il en soit, d'une manière tout aussi progressive que sournoise, la parole la quitta peu à peu, comme une bougie qui vacille et qui finit par s'éteindre. Sous le poids de la tristesse, elle sombra dans un mutisme des plus sévères, refusant de dire le moindre mot pendant des mois et des mois. Elle avait l'impression que parler aurait tué une seconde fois sa petite sœur. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'elle finisse par lâcher prise, sans pour autant se pardonner quoi que ce soit. Bien plus tard, elle dit à son propre fils que durant ces années de mutisme, elle avait tenté d'exprimer son deuil face à la mort de sa petite sœur, mais à vrai dire, elle n'en avait jamais été capable. Malgré tout, elle pensait que son espérance, sa volonté de croire en des jours meilleurs, lui venait de ce qui se trouve là-haut dans les cieux, dans son choix de croire en Dieu. Elle rêvait de le rejoindre un jour dans un monde fait de rêves illimités où seuls ceux-ci façonnent la réalité. Au-delà de ceci, elle demeurait un être meurtri à tout jamais. La seule chose qu'elle voulait que son fils comprenne vraiment était que le mal existe bel et bien. Celui-ci est pernicieux, vicieux et sournois. Il est porté à la vue de tous et c'est bien cela qui en fait sa noirceur écarlate. Elle était certaine que ce mal palpable était bien plus meurtrier que celui prétendu par les foules, devant avoir lieu dans ces bâtiments chargés d'histoire où les élites seraient responsables de jeux sataniques, faisant craquer sous leurs dents acérées les os des enfants démunis. « Mon fils, lui disait-elle avec ardeur, si Dieu est dans les détails, n'oublie pas que le malin constitue le reste du tableau. » Face à tout ceci, Théo grandit dans une haine tangible envers tout ce qui ressemblait de près ou de loin à l'autorité, au racisme ou au rejet de la différence. Il conservait une vision particulièrement pessimiste de l'humanité car il ne put jamais connaître ni sa tante ni sa grand-mère. D'autant plus que sa mère était dans une sorte de survie depuis la Shoah, ne faisant que de passer son temps de dépression en dépression. Certes, elle avait échappé à la mort ce jour terrible de son enfance, mais sa vie n'en fut pas plus facile, cette dernière reposant à présent sur un fil menaçant de rompre à tout moment. Comme cela était sans doute écrit, un jour où il rentrait de son travail sur les coups de 17h, Théo trouva sa mère inerte sous le carrelage du living. Il ne put la réanimer à temps avant l'intervention des services de secours. Ce fut la tentative de trop. Sa mère était enfin partie vers un monde meilleur, celui dont elle rêvait, celui d'une femme libre. Libre de rejoindre Dieu et sa sœur, libre de se pardonner sa fuite dans son camp de concentration. Libre de ne plus souffrir, libre de quitter la vie pour un endroit où demeurent les belles âmes. Théo se répugnait à ressentir du bonheur en voyant sa mère gisant sur le sol. Il la trouva tellement belle dans son sommeil éternel qu'il se dit qu'elle avait enfin trouvé son chemin, qu'elle était heureuse à présent et ce jusqu'à la fin des temps. Les années qui suivirent ne firent que de rendre Théo de plus en plus terne. Il ne ressentait plus que de la colère et un désir insatiable de vengeance. Son seul souhait était d'en découdre avec le mal, avec la bêtise du racisme et le rejet de la diversité. Le genre humain le répugnait et ses pulsions meurtrières le prenaient à la gorge tout au long de la journée. Il n'était plus que vengeance, ce qui faisait de lui un être dangereux. Son idée était simple, il voulait trouver un groupe de petits fascistes en puissance, de néo-nazis sur leur tour, pour leur faire payer la mort de sa mère et celle de sa tante. Au fil des mois, il fit des recherches sur le web pour réussir à trouver un groupe de racistes prônant tout ce qu'il détestait, le négationnisme, le révisionnisme, la violence et l'autorité sous le couvert du chef absolu.
Il connut son bonheur en prenant connaissance d'un groupuscule d'extrême droite dont les quartiers généraux étaient situés à seulement quelques kilomètres de chez lui. Il se mit immédiatement en contact avec l'administrateur du groupe en question, et après avoir rédigé un mail qui aurait fait rougir un SS, il demanda à être entendu par un meneur de ce groupuscule de néo-fachos. Cette manière de procéder porta ses fruits, et il fut mis en relation numérique avec un recruteur du mouvement d'extrême droite. À vrai dire, il passa les épreuves d'entrée et de sélection comme on fracture une porte déjà ouverte, avec la plus grande des simplicités. Il fut invité à rencontrer leur chef Monsieur X dans les jours qui suivirent, histoire de lui faire part de vive voix de son désir d'en découdre avec les juifs, les arabes, les noirs et de tout ce qui constitue la différence minoritaire d'un pays. Avant la dite rencontre, il avait pris le soin méticuleux de s'inventer un personnage aussi répugnant que malsain, un avatar en parfaite adéquation avec l'idéologie du mouvement. Rodolphe lui sembla être un pseudo tout trouvé pour façonner sa nouvelle identité, lui, l'ancien juif des banlieues pauvres. Le jour de l'entretien arriva et Rodolphe fit une excellente impression à Monsieur X, qui était surtout désireux de savoir en quoi notre ami pouvait apporter du soutien à son groupe. Rodolphe lui fit savoir qu'il avait de bonnes capacités rédactionnelles et artistiques, ce qui pouvait être utile pour leur idée, notamment en créant un manifeste relatif à leur idéologie commune ou une chose du style. Monsieur X fut ravi de cette annonce et conclut l'entretien en disant à Rodolphe qu'il était certain qu'ils allaient faire du bon travail ensemble. Rodolphe s'intégra rapidement dans ce groupuscule, mais lorsqu'il se retrouvait seul le soir, la seule chose qui lui venait à l'esprit était de savoir comment il pouvait se venger d'eux et du racisme. La violence ne résout sans doute rien, mais elle soulage plus que la meilleure des drogues, aimait-il penser pour se donner du courage. Les mois passant, il remplit son rôle à merveille et finit par connaître toutes les ficelles de ce groupuscule. Il ne fut pas étonné que pour ces gens, les camps de concentration étaient qu'une invention, un complot des juifs pour diriger le monde. Bien sûr, il n'y voyait qu'une injure de plus face à la mort de sa mère et de sa tante. Tout ceci ne fit que de raviver sa haine envers la bêtise aveugle de cette bande d'ignards, responsable de la mort de tant et tant d'innocents. En quelques mois, il devint un des membres en qui Monsieur X avait le plus confiance, et quand l'anniversaire de Rodolphe arriva, ce chef absolu lui demanda s'il souhaitait recevoir un cadeau en particulier, comme une arme ou un couteau pour célébrer l'événement. Rodolphe lui répondit qu'il avait une autre idée en tête, il voulait organiser une soirée costumée où tous les membres se seraient habillés en soldats allemands de la Seconde Guerre. Quant à lui, il se serait chargé d'animer la soirée en question. Dans un premier temps, Monsieur X fut dubitatif face à l'annonce de Théo, mais il finit par céder, trouvant le fait que ces hommes soient déguisés en soldats du Deuxième Reich était une chose des plus amusantes. Le jour de la fête en question arriva très vite et Rodolphe fut fêté comme il se doit. Une fois que tout ce petit monde fut des plus ivres, ils se dirigèrent vers la salle principale où Rodolphe se tenait aux platines. Les heures passèrent et toute l'assemblée semblait s'amuser quand soudain, Rodolphe tint sa vengeance au bout des doigts. Il déclencha la projection de fumigène et tous les soldats du Reich tombèrent comme des mouches sous l'effet d'un gaz, le Zyklon B. Théo l'avait projeté en ayant pris la précaution salvatrice de se munir d'un masque à gaz pour devenir le chef d'orchestre de cette tuerie de masse perpétrée sur une bande d'ignards qui n'avait jamais voulu croire aux chambres. Quelle ironie. Cette nuit-là, Théo avait tué une quinzaine de personnes par le simple fait qu'elles étaient faibles et simples d'esprit. Il se voulait différent, il devient un meurtrier parmi tant d'autres. La toute grande majorité des racistes à présent morts sur le sol n'avaient commis aucun crime, mis à part le fait d'être égarés. Il n'en avait que faire et il se tira dans une pièce pour se donner la mort, car il était hors de question qu'il finisse en prison. Cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres sur le goût amer que peut parfois avoir l'existence, où personne ne suit jamais ni comment ni pourquoi nous sommes arrivés sur cette terre, que nous méprisons pourtant si ardemment en nous comportant comme des bêtes, incapables de comprendre que nous faisons tous partie d'une seule et unique humanité.